Mais d'abord, merci beaucoup à vous deux de partager vos témoignages. Le but de ces entretiens sera vraiment de mieux comprendre votre expérience d'immigration canadienne et d'en retirer, espérons-le, quelques conseils. D'abord, je vais vous demander combien de temps ça fait que vous êtes au Canada? 4 ans, 4 ans et demi presque. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, en fait? Le hasard, l'aventure. Tu étais dans un poste qui t'intéressait, pas nécessairement envie de bouger. Moi, je voulais bouger. Je voulais aller aux Amériques. Je voulais aller visiter quelque chose d'autre. On avait peut-être une alternative d'aller s'installer sur une autre ville en France. Et puis finalement, non, je voulais bouger et venir au Canada. C'était l'idée aussi que on avait bientôt 50 ans et puis on se disait est-ce que on va finir notre vie là et pas sans croûter mais Sans compter. sans croûter ou est-ce qu'on repart de zéro et on s'est pas trouvé assez vieux pour s'en croûter. Alors on s'est dit on va repartir de zéro. Qu'est-ce que vous avez choisi comme visa? Comment vous avez choisi, en fait? Alors, le choix du visa, il s'est fait vraiment par hasard. On a rencontré on a participé à un groupe d'immigration organisé par Immigration Canada et ils nous ont proposé un type de visa. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance parce que le visa qu'on a choisi, c'était le visa qu'il nous fallait. C'était le visa qui nous donnait le plus de liberté. On pouvait devenir entrepreneur, on pouvait devenir salarié et on avait une résidence permanente. Et vraiment, c'est quelque chose. Maintenant, je me rends compte de la chance qu'on a eue et des risques qu'on n'a pas pris et qu'on aurait pu prendre si on n'avait pas été bien conseillé sur le visa. Donc, c'est vraiment important de choisir son visa et de se poser des questions que nous, heureusement et malheureusement, on ne s'est pas posées. Mais on avait un visa qui nous permettait donc très grande liberté et puis qui était très rapide. Mm. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps de venir. Exactement, du moment où vous avez eu l'idée de partir au Canada jusqu'au moment où vous êtes arrivé, le délai a été de combien de temps? 13 mois. 13 mois. On a rencontré l'agente. Dans la foulée, on a décidé de venir visiter parce qu'il faut bien imaginer qu'en face de nous, on avait une jeune femme qui nous parlait du Nouveau-Brunswick. Et il faut bien imaginer que pour nous, le Nouveau-Brunswick, on ne savait absolument pas ce que c'était. Donc, avant d'aller plus loin, avant de décider si oui ou non on voulait venir ici, on a trouvé que c'était judicieux d'aller au moins faire une visite, d'aller passer nos vacances là-bas. Donc, ça tombait bien, on a dû la rencontrer début juillet, on est parti en vacances début août. Tu lui avais envoyé un email pour lui dire qu'on allait se déplacer, qu'on allait visiter, et elle nous a répondu en disant hey, mais puisque vous venez, profitez vraiment de rentrer dans la procédure et rester suffisamment longtemps pour pouvoir requalifier vos vacances de voyage exploratoire. Donc dans la foulée, on a fait un petit peu plus long, il fallait 10 jours, donc on est resté 10 jours sur place. On a fait tout un périple pour visiter la totalité du Nouveau-Brunswick, rencontrer des gens et découvrir si oui ou non on avait envie de s'installer dans ce petit bout du Canada. Et pendant ces 13 mois-là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Pendant ces 13 mois, on rentre dans une bulle et on ne vit plus. Parce que dans ces 13 mois, on parle de 13 mois, mais on a été privilégiés. Notre résidence permanente est arrivée très très rapidement. Mais on parlerait plutôt maintenant entre 13 et plutôt 24 mois. Pendant ces 24 mois, on se retrouve en France complètement gelé. On sait qu'on va partir, on sait qu'on veut partir, on ne sait pas quand on doit partir. C'est-à-dire qu'on n'achète rien. Pas d'investissement immobilier, pas d'investissement mobilier. On ne change pas de voiture. On fait attention des choix de carrière. On ne peut pas changer de travail, c'est totalement ridicule. On doit faire attention aux écoles. Chaque fois qu'on prend une décision, il faut qu'on prenne une décision à l'aune de cette durée. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est intelligent de le faire? Et alors, cerise sur le gâteau, la partie la plus difficile, c'est que dans ce dossier d'immigration, on doit obtenir une attestation de l'employeur disant qu'on remplit effectivement le poste qu'on a décrit dans le dossier. Et il faut imaginer aller voir son employeur lui disant « Patron, est-ce que tu peux me signer cette attestation disant que je travaille chez toi? C'est pour pouvoir partir au Canada.
Ça veut dire que finalement, je te quitte dans un mois, pas dans un mois, mais dans 12 mois, dans 13, dans 14, et ainsi de suite. Ça met des relations assez tendues vis-à-vis de sa hiérarchie, qui sait que potentiellement on part, qui sait qu'il ne peut plus compter sur nous, qui sait qu'il ne peut plus nous confier des choses intéressantes à faire ou des projets à court, à moyen ou long terme, qui ferme la porte à toute promotion. Donc c'est aussi professionnellement une période complètement gelée. Il faut en avoir vraiment conscience, ce n'est pas anodin. Est-ce que pour terminer, il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez mentionner qui serait peut-être utile pour ces gens qui souhaitent venir s'installer en Acadie? Oui, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que l'immigration, ce n'est pas forcément pour tout le monde. L'immigration, c'est un choix, et c'est un choix qui est compliqué, et qu'il faut vraiment avoir conscience que ça ne résout aucun problème. On vient, c'est une auberge espagnole, on vient avec les problèmes qu'on avait avant, donc ce n'est pas une solution, ce n'est pas une fuite. Ça crée plutôt des nouvelles tensions, donc c'est un catalyseur à émotions. Si on s'entend bien, on va s'entendre encore mieux. Si on ne s'entend pas bien, on va s'entendre encore moins bien. Ça met beaucoup de pression sur la famille, ça met beaucoup de pression sur les enfants, ça met de la pression financièrement, c'est un vrai investissement. Et il faut vraiment réfléchir au fait qu'on va repartir de zéro. Il faut réfléchir à est-ce qu'il y a un métier pour soi là où on va. Si vous voulez être créateur de jeux vidéo, il n'y a pas d'entreprise de jeux vidéo à Moncton. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un métier qui nécessite d'avoir une équivalence de diplôme, comment on fait? Et enfin, si psychologiquement on est déjà ce que moi j'appelle un peu petit oiseau sur la branche, c'est-à-dire si on a des tendances à pas toujours aller bien, à pas toujours être optimiste, à pas toujours voir pas toujours à penser que demain sera mieux qu'hier, je pense que l'immigration, c'est pas trop pour vous. Parce que c'est un challenge. C'est une remise en cause personnelle, professionnelle, familiale. C'est très, très enrichissant, mais c'est vraiment challengeant. Donc il faut pas idéaliser l'immigration. C'est super cool, mais, il y a beaucoup de mais. C'est peut-être ça, ce sur quoi je voudrais insister. Quand vous êtes arrivé, vous vous décriviez comment? Nouvel arrivant, immigrant, comment? C'est une question super intéressante parce qu'en fait, on vient du nord de la France où on ne s'est jamais positionné comme immigrant, ou on s'est jamais dit, tiens, quel est le titre qu'on va avoir en arrivant? Et en fait, c'est très étonnant, on passe d'un statut de citoyen d'un pays à un statut d'immigrant. Et il faut vraiment se rendre compte de ça. Émigrer, donc immigrer au Canada, c'est perdre tous ses repères et avoir vraiment le courage, l'énergie de repartir à zéro et de remettre tout ce qu'on avait avant en question, de redécouvrir absolument tout. Et ce statut d'immigrant, je pense qu'il faut vraiment se l'approprier et oser dire qu'on est un immigrant. Parce que c'est que comme ça qu'on va apprendre, on va s'ouvrir aux autres et on va accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on a tout à apprendre. Et donc, au départ, je trouve que c'est super important d'être dans cette démarche d'ouverture, d'accepter que tout va être nouveau, tout va être différent et tout va être quelquefois angoissant, quelquefois étonnant et souvent super satisfaisant, super drôle. C'est aussi très, très drôle de recommencer à zéro. Parce que vous avez une histoire quand même à succès. Vous avez aujourd'hui une belle maison, une pléiade d'amis et tous les deux un emploi. Si à l'époque vous vous disiez des nouveaux arrivants, maintenant, comment vous décririez votre statut? Maintenant, nous sommes résidents canadiens. On est des locaux. Nous sommes monctoniens. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se présente. Je trouve qu'au bout de 4 ans et demi, on peut revendiquer ce statut. Immigrant, c'est fini depuis longtemps. On est passé par la phase plutôt nouvel arrivant, parce que c'est très, très proche de la version anglo-saxonne de newcomer. Mais là, très honnêtement, on est résident canadien. Je dis encore résident parce qu'on n'a pas la citoyenneté canadienne. Ça sera l'étape suivante. Et là, à ce moment-là, on pourra dire que nous sommes citoyens canadiens.
Et souvent, quand on me demande, parce que j'ai un accent qui me trahit, et quand on me dit, mais d'où tu viens? Et je dis toujours, je viens de Moncton. Et les gens me disent, oui, mais d'où tu viens? Et je répète, je viens de Moncton. Et en fait, au bout d'un moment, les gens comprennent que C'est pas la bonne question. pas la bonne question, quoi. Et je pense qu'il y a un moment où il faut aussi le revendiquer. Autant il faut revendiquer d'être un immigrant, à un moment donné, on abandonne ça. Et il y a deux choix à faire. Tu me diras si tu es d'accord. Je trouve qu'il y a des gens qui se comportent toute leur vie à l'étranger comme des expatriés, qui vivent dans leur communauté et qui se mêlent assez peu à la population. Et puis il y a des gens qui deviennent des locaux, et nous on fait partie de ces gens-là. Au début, je dois même avouer qu'on a plutôt évité de rencontrer des Français, des Belges, des Suisses. Quand on arrive dans un pays, les gens vous disent « Ah, mais je connais des Français, je vais te les faire rencontrer ». Puis nous on est un peu dans « Bof, non, pas trop envie ». Et on avait vraiment envie de rencontrer des Canadiens, des Canadiennes. Et c'est seulement maintenant qu'on a plus d'amis français, parce que on ne craint plus d'être dans ce qu'on appelle, moi j'appelle la comparite aiguë. C'est-à-dire qu'en arrivant, on ne connaît rien. Donc la seule chose dont on peut parler, c'est ce qu'on a vécu avant. Et à chaque fois que quelqu'un te dit ah ben voilà comment c'est chez moi, c'est très tentant de répondre ah ben chez moi c'est différent. Et en fait on compare, et ça finit par être un réflexe. Et c'est un réflexe de communauté étrangère. Et on n'avait pas envie de rentrer là-dedans. C'est surtout que tu te rends compte que quand tu fais de la comparite face à un Canadien, le Canadien, il ne t'a pas posé cette question. Il s'en fiche de ta réponse. Et effectivement, c'est qu'est-ce qu'il en a à faire de savoir ce qui se passe de mieux, parce que nous, on estime que ça se passe de mieux. Et de quel droit on se permet de faire ce genre de choses. Donc très rapidement, tu te rends compte dans l'œil de la personne en face de toi que il a déconnecté, il a envie de changer de sujet, il a même envie de changer peut-être de groupe et d'aller voir d'autres personnes. Donc tu arrêtes rapidement de ce genre de dérapage verbaux. Ça m'amène à aborder une notion typiquement francophone atlantique, celle du réseautage. Parlez-moi un peu de ce terme et de comment il vous a marqué. Alors, on a deux caractères très différents. Toi, tu es l'introverti, tu t'occupes de la logistique, tu t'occupes de la finance, tu t'occupes des choses un peu chiantes. Et puis moi, je suis très extravertie, je vais vers les autres et j'ai peut-être moins de réticence à remettre tout en cause tout le temps. Et cette notion de réseautage, elle nous avait été expliquée, mais c'était très abstrait. Parce qu'en France, il y a une notion qui est un peu différente, qui s'appelle les relations. Et en France, il est totalement acceptable de côtoyer des gens uniquement par intérêt. Tu vas avoir un ami pharmacien, un ami chirurgien, un ami carrossier, un ami plombier. Et ces gens-là, tu vas les appeler quand tu as besoin d'eux. Et ils savent qu'ils sont tes relations. Et inversement, tu es la relation de quelqu'un. Et ici, le réseautage, ce n'est pas du tout ça. Et quand on arrive d'ailleurs, on a tendance à mélanger les deux. Le réseautage, c'est prendre le temps de rencontrer des gens par affinité et de prendre le temps de devenir relation, amis, de se côtoyer, parce que peut-être qu'un jour, quand on aura besoin, ces gens-là t'aideront, mais tu ne leur demanderas jamais. Donc c'est tout dans la subtilité, et je trouve que c'est beaucoup plus vrai, profond. C'est très déroutant et ça demande du temps. Et quand on a la nécessité de travailler très rapidement, c'est compliqué parce qu'on doit le faire sans avoir créé ce réseau avant. Et nous, on avait cette chance-là, on a pris le temps en arrivant de rien faire professionnellement et d'aller à la rencontre des gens. Pendant une année, je me suis astreinte à rencontrer un Canadien par jour. Et ça veut dire qu'au bout d'un an, j'avais déjà un réseau et des gens très divers sur qui on pouvait compter, mais sans jamais leur demander. Ça m'amène à vous parler de cette question-là, de la langue, en fait des langues au Canada. On est un pays qui est bilingue. Comment vous avez vécu ça, en fait, l'anglais et le français au Canada? De loin de la France, on a vu que c'était une province bilingue. On a trouvé ça très intéressant. C'est finalement aller dans un endroit pour parler anglais. Moi, c'était mon défi. Je voulais venir au Canada pour apprendre l'anglais et évoluer en anglais. Donc l'idée, c'était
tombé dans une province, en partie anglo-saxonne, en partie française. Donc, c'est assez confortable d'apprendre l'anglais en sachant que je peux quand même continuer à pratiquer le français. La deuxième expérience qu'on en a eue, c'est d'arriver ici, découvrir des pièces de théâtre en français et de se rendre compte qu'on n'avait pas besoin d'abandonner toute notre culture pour pouvoir apprendre autre chose. On avait toujours ce petit fil directeur de continuer à rester dans une culture francophone. Le côté plus étonnant, c'est qu'on vient de France. On est français. On parle français. On n'a jamais eu en France à se battre pour la reconnaissance de la langue française. Et c'est une des choses que moi j'ai découvertes ici, essentiellement. C'est que je n'avais pas conscience en arrivant au Nouveau-Brunswick qu'il y avait ces défis, qu'il y avait ces nécessités, qu'il y avait ces combats au quotidien, que c'était finalement le problème de la langue minoritaire. Alors qu'en Europe, on a les mêmes type de problématiques, que ça soit en Suisse, que ça soit en Belgique, mais ça, bon, je le savais que ça existait, mais je n'avais pas vraiment conscience de vivre dans cet antagonisme. Et puis, en termes de niveau de langue, moi, en France, je me qualifiais comme bilingue franco-anglaise. Parce que j'avais vécu aux États-Unis, j'avais travaillé en anglais, et pour moi, mon anglais, il était totalement bilingue. Et je suis arrivée ici et je me suis rendu compte que j'avais un anglais de scolaire, que j'avais un accent français très prononcé et qu'à aucun moment, je pouvais me qualifier comme bilingue. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. En Europe, on est tellement mauvais en langue qu'on considère qu'on est bilingue anglais quand on se débrouille en anglais. Mais je ne suis pas du tout bilingue. Et maintenant, j'aurais vraiment honte de dire que je suis bilingue, alors qu'avant, ça faisait partie de mon quotidien. Donc, il faut se méfier de ça en arrivant. Sur des postes bilingues, les employeurs vont être très réticents à prendre des gens dont on reconnaît l'accent ou qui ont un niveau d'anglais qui est correct, mais pas parfait. C'est un défi si on ne parle pas vraiment bien anglais. Vous avez parlé de votre défi, celui de rencontrer une nouvelle personne par jour. Est-ce que vous diriez que ça a contribué à améliorer votre anglais ou à découvrir une nouvelle langue, en fait? Certainement, certainement. C'est aussi ça qui me motivait, c'était de me forcer à sortir, de me forcer à rencontrer des gens. Quand on arrive dans un nouveau pays, il faut imaginer que les gens ne vous attendent pas. Les locaux ont leur famille, ont leurs amis. Et donc, il y a vraiment la nécessité d'aller vers les gens. Et ça peut être un défi, je pense, quand on vient d'une culture très, très timorée ou alors quand on est soi-même plutôt timide. C'est pas toujours très simple d'aller vers les gens. Quelquefois, on a l'air idiot et en fait, c'est pas grave, on a juste l'air idiot. Mais c'est vraiment le seul moyen pour parler l'anglais, pour parler le français et pour rencontrer des nouvelles personnes. Il faut faire beaucoup d'efforts, il faut aller vers les gens, il faut inviter plus qu'on est invité, il faut comprendre les subtilités. On est en Acadie, les Acadiens sont très ouverts, ouvrent facilement leur maison. Les Anglo-Saxons, beaucoup moins. Et une fois, une amie m'a dit, écoute, ma maison, c'est comme ta chambre. Est-ce que tu invites tes amis dans ta chambre? Non. Moi, je n'invite pas mes amis dans ma maison. C'est un endroit privé, c'est un endroit qui est vraiment très sécuritaire pour elles. Enfin, est-ce qu'on généralise ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des différences culturelles comme ça. Et c'est uniquement en rencontrant des nouvelles personnes et en élargissant un maximum son réseau qu'on se rend compte de toutes ces différences-là. En parlant de réseautage, de faire des rencontres, vous, quelle place avez-vous accordée au bénévolat pendant votre arrivée? Là, le bénévolat, c'est un grand sujet. On vient d'une culture où, oui, bien sûr, il y a du bénévolat. Les mémés. On en fait un petit peu. Tu vas à la Croix-Rouge, tu t'occupes de ton club de sport. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais ce n'est pas érigé au rang d'institution. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves sur le marché du travail canadien. Tu apprends que tu as des compétences techniques et des compétences Comportementales.
et qu'on met les deux types de compétences au même niveau, alors que très clairement, on vient d'une civilisation, nous, où c'est les compétences techniques qu'on met largement au-dessus. C'est là que tu apprends que sur ton curriculum vitae, tu mets bien sûr tes expériences professionnelles, bien sûr tes expériences d'étudiant, et il y a une grosse partie de bénévolat. Et là, tu te rends compte que, pour moi en l'occurrence, tu n'es pas formaté, quoi. Et que tu te retrouves encore plus atypique. Moi, je me suis retrouvé à chercher du travail en étant effectivement nouvel arrivant, en étant juste francophone et pas bilingue, en ayant, oh mon Dieu, pas d'expérience canadienne, puisque j'arrivais, et en plus, pas d'expérience dans le bénévolat. Donc, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a un hiatus entre la réalité de ce que tu veux vivre et ce que tu as comme bagage. Et tu comprends que c'est plus compliqué de trouver du travail tout de suite. Par contre, le bénévolat est très ouvert. Et c'est ce qui te permet là de commencer à rebondir un petit peu, de commencer à construire ta carrière, à construire ton curriculum vitae, en partie aussi construire ton réseau en allant dans différentes associations, dans différentes structures pour proposer un petit peu d'aide par-ci, un petit peu d'aide par-là et te construire ce bénévolat. Mais c'est vraiment une attitude différente. Ça fait partie du choc des cultures. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les conditions de départ et d'arrivée. Il faut en parler, c'est presque nécessaire. De l'argent. Ça coûte combien ce processus d'immigration environ? Tu pars de France, tu as le voyage exploratoire. Aller, retour, 10 jours de vacances sur place. Tu montes ton dossier, il y a des frais de dossier, il y a des frais de visite médicale, il y a des frais multiples et variés. Tu as ton invitation à venir, tu es super content, tu reprends l'avion. Tu t'installes ici, il faut partir environ sur une base de 6 mois, à minimum 6 mois, pour pouvoir commencer vraiment à trouver le premier emploi. Donc il faut pouvoir louer de quoi se loger, subvenir à ses besoins, avoir une voiture, indispensable la voiture. C'est surtout quand tu viens d'une grande ville en France et tu connais le système de métro et de tramway et de bus, ce n'est pas le cas ici, donc voiture indispensable. Et en fait, ça a mis bout à bout. Je pense que pour vivre dans des bonnes conditions, il faut à deux environ 30 000 $. Ça, c'est ce qui permet de venir sans être aux abois, sans commencer à paniquer, sans prendre n'importe quoi comme poste, juste par peur justement de ne pas pouvoir payer ses factures. En ce qui a trait à ces conditions de départ et d'arrivée-là, est-ce que vous avez rencontré certains défis? Alors, on avait la chance d'avoir rencontré des gens qui vivaient ici avant d'arriver. Et je pense que le défi principal, c'est de se retrouver vraiment seul en arrivant. Donc, il y a vraiment besoin de préparer son arrivée, de s'être renseigné sur combien coûte quoi, sur où trouver un logement en arrivant, où trouver une voiture en arrivant, comment inscrire les enfants à l'école. Nous, on est arrivés sans enfants. Donc, il y a des défis auxquels on n'a pas été confrontés parce qu'on avait bien préparé avant notre arrivée. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis, il y a un sentiment, et on avait la chance de rencontrer des gens qui nous avaient prévenus, il y a un sentiment de vivre un rêve en arrivant qui fait qu'on va faire plus confiance aux gens qu'on ne le ferait dans son pays d'origine. Et même si les Canadiens sont bienveillants, comme partout, il y a des gens plus ou moins bienveillants. Et ça serait facile de se faire un petit peu embarquer dans des dépenses qui ne seraient pas celles qu'on aurait faites dans son pays d'origine. Donc il faut faire attention à, certes, faire confiance, mais être toujours très critique ou très, très intègre dans ce qu'on fait, en se posant toujours la question, est-ce que je ferais ça chez moi? Et si on ne ferait pas ça chez soi, il ne faut pas le faire ici. Donc ça, c'est des défis auxquels on peut être confronté en arrivant. Je crois que le principal défi personnel auquel j'ai été confrontée en arrivant, c'était de laisser ma fille en France et de me dire que
on n'allait plus partager des choses du quotidien, on allait les partager différemment. Il y a un décalage horaire, on est à 5 heures, donc on ne peut pas forcément se parler tout de suite. Et pareil avec la famille, avec les amis, il faut vraiment se faire à l'idée qu'on ne vivra plus le quotidien avec les gens qui nous étaient proches auparavant. Et ça, c'est un vrai défi et il n'y a pas de solution. C'est comme ça. Ça représente un énorme sacrifice. Mais aujourd'hui, vous êtes bien installé et je voulais savoir justement quel aspect de votre vie vous plaît le plus aujourd'hui. C'est plus facile de faire la liste des choses qui nous plaisent moins, qui nous plaisent plus, parce que les choses qui nous plaisent plus, C'est il y en a normal. plein quand même. Mais oui. Et puis c'est logique, c'est normal, c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi? On se retrouve dans une maison plus grande, plus spacieuse que ce qu'on avait avant, dans une ville plus petite, plus calme, pas d'embouteillage. En fait, je dirais que c'est plus une qualité de vie. Il y a une réelle qualité de vie à Moncton. Il y a un véritable intérêt à être ici. On adore aller à la plage. Aller à la plage, ça veut dire qu'on saute dans la voiture le soir, à la fin de la journée, on met le chien dans le coffre et on se retrouve dans 20 minutes en bord de plage à pouvoir profiter de la mer. Ça, c'est un aspect qui nous plaît bien. C'est pratique parce qu'effectivement, il n'y a quasiment pas d'embouteillage. Si on sort des 20 minutes du matin, 20 minutes du soir, où tout le monde migre pour rentrer du travail où y aller, on est dans la ville des 10 minutes. On est à 10 minutes de tout. On n'a pas la pression. C'est ce côté qui est plus étonnant, plus agréable. On a vécu dans des grandes villes. On a vécu dans une capitale. Ce qui est de la vie d'une capitale, on l'a fait. Donc maintenant, on est allé dans une ville un petit peu plus petite, un petit peu plus calme. Je pense que l'étape suivante, ça sera quitter Moncton pour aller à 25 km de Moncton, au milieu des bois, avec des orignaux et des ours qui gambaderaient au fond du terrain. Avec la limite dans ce scénario-là, c'est que moi, ce qui me plaît beaucoup ici aussi, c'est la qualité des gens que je rencontre et avec qui je fais des choses. Je sais pas, il y a un truc dans l'eau, mais je trouve qu'il y a une diversité de gens, de compétences, de talents qui est fabuleuse. Il y a une vie créative qui est extraordinaire. Il y a un festival tout le temps. Il y a des choses à longueur de temps. Enfin, on peut sortir tous les soirs. On peut faire des choses vraiment très, très variées. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Et dans les gens qu'on a rencontrés, c'est super vivant, c'est super drôle, c'est super enthousiasmant. Et puis, c'est un petit côté un peu caché. Je me souviendrai toujours, quand on a pris l'avion pour venir, l'hôtesse de l'air annonçait comme toujours, parce que Air Canada est en retard très souvent. Tout le temps. Il ne faut pas trop le dire, mais très souvent. Et l'hôtesse de l'air nous faisait la liste des gens, des destinations pour savoir où est-ce qu'on allait. Et nous, on a dit Moncton, et la fille nous a regardé genre, Mon quoi et quand on lui a dit qu'on voulait déménager à Moncton, elle disait, mais on vous oblige, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, moi, je trouve ça génial de ne pas être au Québec, parce que c'est tellement plus exotique, c'est une histoire à elle-même à raconter, et que la réalité, elle est 100 fois mieux. On a des enfants qui sont installés à Montréal il n'y a pas si longtemps, et ça fait 6 mois qu'ils sont en fait tombés amoureux du Nouveau-Brunswick et ils envisagent de partir de Montréal pour venir à Moncton. Et je trouve que c'est peut-être parce qu'on les a un peu influencés en leur montrant tous les petits bijoux. Le Nouveau-Brunswick, c'est pas un endroit touristique, c'est un endroit qui se déguste, qui se découvre, avec une multitude d'endroits, de choses à faire qui sont très différentes. Mais il faut être sur place pour le découvrir. Et moi, j'aime cet aspect-là de notre vie ici. C'est une vie qui a l'air banale et qui ne l'est pas du tout, du tout. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Rajoutons un petit peu sur les gens. Ouais, dis-moi. Moi, j'aime bien, effectivement, il y a cet aspect-là, cet aspect les gens. On habite en centre-ville. À 3 maisons, on a des amis.
qui se sont assurés, dès qu'ils nous ont découverts, ils sont venus nous voir, nous saluer. Ils se sont assurés qu'on ne soit pas seul à notre premier Noël, à notre deuxième Noël, à notre troisième Noël. On est invité à toutes les fêtes de famille, on est invité aux anniversaires, on est invité aux soirées normales. Là, ils nous ont intégrés dans leur famille. On a d'autres exemples. Merci Marthe et Marc. On est rentré dans un système en venant ici comme pour ouvrir une entreprise. On a bénéficié du soutien d'un mentor. Le mentor nous a accompagnés, c'est devenu un ami qu'on voit régulièrement. Et chaque fois qu'on a des expériences comme ça, des interactions, on peut se targuer d'avoir eu de bonnes relations et d'en avoir développé une certaine amitié. Je crois réellement qu'on récolte ce qu'on sème et je souhaite que vous continuiez à fleurir ici au Canada. Merci beaucoup d'avoir partagé ces témoignages. Avec grand plaisir. Merci à Merci.